pour vous, Monsieur le ministre Issa Badaro Soulé, dans cette affaire-là, qui a géré? Est-ce précisément c'est le chef de l'État lui-même qui s'en est occupé? C'est la première question. Et la seconde question, est-ce que vous vous êtes senti soutenu par le président de la République dans la gestion de ce dossier? Je répondrai tout simplement à cette question. Le président de la République, c'est lui qui m'a nommé ministre. C'est normal qu'il me soutienne dans tout ça là. Je fais partie d'un gouvernement. Une décision a été prise par le gouvernement. Le problème ne se pose pas en matière de soutien ou pas soutien. Ce n'est pas du tout cela. Et puis je ne me sens pas frustré quand je dis on ne me rendait pas compte. À un moment donné, une commission a été mise sur pied. Et c'est le ministre d'État qui préside cette commission-là. Donc, normalement, les deux parties sont censées rendre compte au ministre d'État. C'est ce que je disais tantôt là. Moi, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais faire. J'ai discuté de ça avec eux. Je leur ai expliqué. Je les ai reçus. Je leur ai expliqué la chose. Ils ont estimé qu'il faut qu'ils aillent voir le chef de l'État. Quand le navire a été bloqué, quand vous dites le chef de l'État, ils ont dit que c'est le chef de l'État qui veut voir. Bon, ok, ils ont vu le chef de l'État. Et le chef de l'État a tranché la chose. Voilà ce que je pourrais vous dire. Maintenant, s'ils veulent bien que ça reste à mon niveau, je suis en mesure de trancher tout ça là. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une guerre de leadership? Est-ce que vous ne jouez pas des coudes avec le directeur général de la SOBEMA? Parce que lui, au-delà de vous, du ministre délégué, est-ce qu'il ne s'adresse pas directement au président de la République? Ce qui complique. Vous savez, guerre de leadership, je ne veux même pas y croire. Je suis ministre et il est directeur général. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. Et ça, c'est clair. Alors, vous savez, parfois, quand la politique s'invite dans les affaires, c'est ça le lot du béninois. Et c'est ça. Moi, directeur général, j'ai mon fief politique que j'accompagne et j'amène au chef de l'État. Vous, ministre, vous avez aussi des électeurs que vous amenez au chef de l'État. Eh bien, lui, le ministre, moi, je suis DG, mais chacun de nous à sa côte auprès du patron. Est-ce que vous ne pensez pas... Parce qu'apparemment, quand nous autres, nous analysons, on a comme l'impression que c'est un problème de leadership politique qui s'invite dans la gestion des réformes portuaires aussi. Et ce serait dommage si c'était comme ça là. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je suis le ministre, je suis responsable de ce secteur tout entier. Et je parlerai de ce secteur-là. Sur le plan technique. Quand on va se voir sur le plan politique, on parlera de politique. Ce n'est pas la même chose. Mais ça, là, je vous dis, c'est la survie de notre économie. Il faudrait pouvoir faire quelque chose et ne pas mélanger ça avec d'autres accointances politiques, ceci, cela. On regarde ce qui s'est passé. Est-ce que la question est vidée maintenant, là où on en est? Ou tout est, la plaie est encore là, béante? Non, non, a priori, ce qui a été demandé... Votre question, Brice, ou est-ce qu'il y a des risques réels que Grimaldi se retourne contre l'État béninois? Est-ce que nous aurons à payer pour ce qui s'est passé la dernière fois? Non, disons, écoutez, Grimaldi ne se retournera pas contre l'État béninois d'une manière générale. Il y a des problèmes au niveau commercial. De quoi si deux structures ne s'entendent pas au niveau commercial et se retrouvent au niveau du tribunal, il appartient à ces deux structures-là de s'entendre pour régler les choses. Et je pense que ces deux structures vont régler les choses dans la mesure où il a été demandé de continuer les négociations, de continuer les discussions dans le cadre de leur partenariat. Je crois qu'ils verront ça. Mais seulement, c'est dommage. Et je dis, je déplore le fait qu'on ait bloqué un navire pendant 4 à 5 jours. Oui, donc pas une la facture, qui va payer la facture? On n'en a pas fini. Oui. On n'a pas répondu. Qui va payer la facture? Je ne sais pas, il y aura une entente certainement entre Sobemap et puis Grimaldi. Et vous savez que ça a bloqué le port de Cotonou tout entier parce que le directeur général du port autonome de Cotonou, qui est l'autorité portuaire, qui est le propriétaire des quais et autres là, s'est plaint aussi. Il m'a envoyé un courrier par rapport à cela. Que voilà, ça a désorganisé un tout petit peu l'entrée des navires. Et ça a retardé d'autres navires qui devraient rentrer en temps. Donc il y a eu un décalage d'à peu près 5 jours sur les mouvements des navires. Et vous savez, ça coûte quand même cher. Déjà, le navire qui a été bloqué, les gens n'ont pas manqué d'attirer l'attention sur le fait que le fait qu'on bloque ce navire coûte 35 000 € par jour, ce qui fait à peu près 25 millions de francs CFA. Je crois quand même que, et d'une manière générale, cette opération a coûté combien? Je ne sais pas, 10 000 francs fois combien de véhicules ils avaient? 826, c'est quelque chose comme 8 260 000 francs. Juste pour 8 260 000 francs, mais le navire a été bloqué quand même pour 5 jours et ça coûte 25 millions fois 5. C'est quand même énorme. C'est pour ça que j'ai dit, il faudrait d'une manière générale, quand on veut poser des actes, qu'on essaye de voir déjà par rapport à quoi on veut poser les actes et quels problèmes ça pose par ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de résoudre les problèmes que d'aller de cette manière-là, de cette façon? C'est un peu tout ça là qu'il faudrait essayer de voir. Qui est le coupable? On sait qui va payer, mais qui est le coupable? Non, de toutes les manières, moi je ne suis pas juge. On n'est pas au tribunal, je ne vous parlerai pas de coupable ou de non coupable.
je crois que c'est des sociétés commerciales qui finiront par s'entendre. Mais vous êtes tranquille, vous à pensez fait. que vous avez rempli votre part de... Tout à fait, parfaitement, parfaitement. Et je continuerai encore cette pédagogie dont vous avez parlé, expliquer. Apparemment, vous ne le faites pas assez jusque-là. Je le fais suffisamment. Et je vais vous dire une chose, vous ne le savez peut-être pas. J'ai été enseignant à l'université pendant 14 ans. Donc je sais ce que c'est que la pédagogie. Je sais qu'il faut dire, il faut répéter. Mais quand vous êtes face à quelqu'un qui au fait ferme les oreilles, alors là, vous avez beau crier. On sait que vous avez enseigné les statistiques à l'INE, à l'INEA. Bon, ça, on le sait. Tout à fait. Alors, on ne va peut-être pas passer tout le temps à parler de la mandatation portuaire. On va passer à une chose. Au niveau du CNCB, à ce niveau, on dit aussi qu'il y a quelques grincements de temps. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau là-bas aussi pour que tout le monde ne soit pas content de vous? Apparemment, vous êtes venu emmerder tout le secteur portuaire. Mettez emmerder entre griffes. C'est normal quand on veut faire des réformes, ça gêne. Ça gêne et puis... Ça gêne parce que les gens se disent, quand bien même vous ne les approchez pas encore, ils se disent certainement qu'il est en train de penser à nous. Parce que là, je ne me suis même pas encore approché du CNCB pour parler fondamentalement de quoi que ce soit par rapport à cette histoire. On veut remettre le CNCB à un privé, ceci ou cela. Non, on n'en est pas là. De suivi de cargaison et moi, je vais vous en parler. Je voudrais déjà que les gens sachent. Et j'ai dit quand j'étais arrivé que la privatisation des structures qui sont sous ma tutelle, la privatisation n'est pas à l'ordre du jour. C'est clair. Dès le départ, j'ai eu à dire ça là. Ni la SOBEMAP, ni le CNCB, encore moins le port autonome de Cotonou, ce qui ne se passera pas, il n'y a pas de privatisation. Mais il y a une redynamisation. Il y a à donner un sang neuf à ces structures pour que ces structures puissent faire face à ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans peut-être, quand on ne serait même plus sur cette terre-là. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quand nous voyons au niveau du CNCB, quand on dit privatisation, je ne vois même pas. Avant que moi je n'arrive, il y avait déjà un document qui a été préparé parce qu'il fallait revoir les statuts du CNCB, puisque c'est les chargeurs qui devraient s'occuper de ça, donc la Chambre de commerce. C'est moi qui ai dit, avant qu'on en arrive là, il faudrait donner un sang neuf à cette structure, laisser d'abord ces statuts pour que nous voyons. Ils en sont tous conscients. Mais aujourd'hui, je dis, il y a combien de gens au niveau du CNCB? Globalement, à peu près 70 personnes permanentes. Ils ne devraient pas avoir tant de bruit. Mais ils ont axé tout leur espoir, espérance, tout ce que vous voulez, sur le bordereau de suivi de cargaison, qui consiste juste à prendre de l'argent. Je dis, mais non, à partir de là, surtout qu'il y a de cela 6 mois, au niveau de l'OMC, il était question qu'on supprime pour tous les pays de l'Afrique, là, le BSC. Si on supprimait, est-ce que le CNCB pourrait vivre encore? Alors que leurs homologues de la Côte d'Ivoire et du Sénégal m'ont dit, écoutez, même si on supprime, nous allons vivre correctement parce que nous avons essayé de diversifier les activités. Voilà. Nous avons investi à partir du BST dans beaucoup d'autres choses. Et c'est cette information que je vais apporter, des informations qu'ils savent déjà. Je dis, attention. Et ils ne veulent pas faire ça. Aujourd'hui, on a pu échapper, disons, à la suppression du BSC. Mais est-ce que vous avez commencé déjà par penser à beaucoup d'autres choses? Parce que vous êtes là, en quelque sorte, les représentants des chargeurs. Les chargeurs, d'une manière générale, importateurs, exportateurs, transporteurs, etc. Pourquoi pas dans le transport, que ce soit même au niveau des camions, que ce soit au niveau des bateaux? Puisque nous disons la Cobenam, il lui faut un bateau. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble avec les sous que vous avez pour acquérir, par exemple, un bateau et l'exploiter? Pourquoi vous ne voyez pas tout ça là? Donc, c'est des pistes que j'ai eu à tracer. J'ai dit, faites le travail. Qu'ils ne sont pas très... Ils ne sont pas à y aller ou bien... De toutes les manières, je les rencontrerai encore la semaine prochaine. C'est parce que j'ai vu dans un journal qu'il parle de privatisation de ci, privatisation de ça, le ministre veut faire ci. Je n'ai même pas encore parlé. On trouve déjà que j'ai fait ci. Vous voyez, des intentions, mais dans tous les cas, je voudrais les rassurer. Je crois qu'il y a des cadres qui sont suffisamment outillés là-bas. S'ils ont des propositions, c'est ce que j'ai demandé. J'étais passé là-bas il y a à peu près 2 mois. S'ils ont des propositions correctes de réforme, qu'ils fassent ces propositions. Nous allons nous asseoir avec le cabinet pour étudier la question et voir concrètement dans quel sens il faut aller. Mais dans tous les cas, s'il veut continuer de compter sur le BSC et que sur le BSC, ça leur posera des problèmes tôt ou tard. Vous avez plus de chance avec la Cobenam, peut-être parce qu'il ne s'y passe pas grand-chose depuis un moment. Vous parliez du navire, le Ganvier, qui n'est déjà plus là. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? Vous l'avez vendu? Non. Au fait, ça fait très longtemps, cette histoire de Ganvier. Ça fait très longtemps, je crois que ça doit faire près de 25 ans même que le Ganvier n'existe pratiquement plus. On n'en parle plus. Mais toujours est-il que c'est la Cobenam qui, au fait, doit pouvoir gérer les droits de trafic du Bénin. Trafic maritime, s'entend naturellement.
Aujourd'hui, la Cobenam, qui au départ, au moment où il y avait le monopole en ce qui concerne la consignation des navires, c'était la Cobenam, celle qui consignait tous les navires qui venaient au niveau du Bénin. Dès qu'on a ouvert, disons, ce monopole, dès qu'on a ouvert, c'est fini, les privés se sont installés. C'est là vous avez tous ces privés qui opèrent au niveau de Cotonou, qui représentent leurs navires eux-mêmes ici. Du coup, la Cobenam n'a plus grand-chose. Hein? La Cobenam vivote en quelque sorte. C'est peut-être ça qui fait que vous dites, avec la Cobenam, ça va. C'est-à-dire, on attend. Quand la société est totalement par terre, il n'y a plus de choses là-bas, il n'y a plus de problème. La société est par terre, maintenant il faut ranimer la chose. Je crois qu'ils sont plus réceptifs. Ils sont plus réceptifs parce qu'ils se sont rendus compte que là, il n'y a pratiquement plus rien. Voilà. Le lendemain de la Cobenam, qu'est-ce que vous leur proposez? D'ici à quelques années, ce sera quoi? Non, j'ai proposé beaucoup de choses et je crois que nous sommes en train de travailler ardemment sur ça. C'est quand on ne voit pas encore les fruits qu'on pense que rien n'a été fait. Des contacts ont été pris avec les banques, ont été pris avec des fournisseurs. Et là, je puis vous assurer que c'est en très bonne voie. Je puis rassurer d'abord les travailleurs de la Cobenam, parce qu'on fera une restructuration à ce niveau pour qu'ils puissent s'occuper du côté armement de la chose. Nous aurons à affréter des navires. Je vous ai dit, le directeur général ne l'a même pas encore, parce que c'est seulement avant-hier que j'ai eu par, disons, mail, le projet de protocole d'accord qu'on pourrait avoir avec quelques privés de Durban en Afrique du Sud, qui s'intéressent aussi à ce trafic-là au niveau de notre zone. Et je crois que nous pourrions signer de très bons accords qui arrangeraient la Cobenam, donc l'économie nationale. Réanimer la Cobenam, c'est un vaste programme, hein? Mais il y a quelque chose qui passe moins bien, c'est le portail électrique du port autonome de Cotonou. Portail électrique, pourquoi faire? Non, a priori, je crois que le portail électrique, ça c'est un petit problème. C'était une question de sécurité. Vous savez qu'au niveau du port, bon, n'importe qui rentre. Il fallait sécuriser la chose, sécuriser pour faire en sorte que n'importe qui ne rentre pas. Deuxièmement, qu'on contrôle les entrées et les sorties au niveau du port. C'était un peu dans ce cadre que des portails électriques avaient été commandés. Je puis vous dire que ça a été fait avant même que moi je n'arrive. Seulement, ça pose quelques problèmes. Ça pose quelques problèmes et nous avons demandé à ce qu'il y ait un audit. Il y a un audit de tout ce système, qu'on sache concrètement ce qui se passe ou ce qui s'est passé, afin qu'on puisse vraiment évoluer. Dans la mesure où il y a des portails qui ne s'ouvrent pas ou qui ne se ferment pas parce qu'il resterait un système informatique, etc. Bref, je ne veux pas trop aller dans ces détails dans la mesure où un audit doit travailler. C'est après cet audit-là que nous pourrions évaluer. Nous allons avancer, monsieur le ministre. Une question avant de parler de la question de la grogne des importateurs nigériens. On va y venir, c'est un gros sujet qui est là. On va finir rapidement avec les réformes au niveau de l'ensemble portuaire. La question du guichet unique. Voilà un projet vieux de près de 2 décennies qui est là, qui n'aboutit presque jamais. En temps, on nous a dit que des sociétés comme Bivac et Sojet ont été consultées pour faire des propositions sur une bonne gestion du dossier. Mais à ce jour, on a comme l'impression que c'est un des éléphants blancs de notre système portuaire. C'est un serpent de mer. Non, c'est pas du tout un éléphant blanc. C'est un serpent de mer. C'est pas un éléphant blanc. La zone maritime. Non, il parle que dans la mer, on ne parle même pas d'éléphant, on parle de baleine. Mais voilà. Une baleine blanche. Dans tous les cas, non, du tout pas. Vous savez, je vous ai dit tantôt, lorsque je présentais la situation, que c'est moi-même, en tant que directeur général du port autonome de Cotonou, qui avait mis au point ce